Auditrices et auditeurs de Victoire FM, bonjour. Nous sommes à l'heure de Rétro 7 qui revisite l'actualité de la semaine, aussi bien au Togo qu'ailleurs dans le monde. Le lancement officiel du 5e recensement général de la population et de l'habitat, la tentative de braquage d'un convoi de transport de fonds qui a fait 2 morts, la nomination d'un nouvel évêque pour le diocèse d'Atakwame, le décès du premier vice-président de l'ANC, Patrick Lawson Bankou, la nomination d'un nouveau Premier ministre au Burkina Faso, suivi de la formation d'un nouveau gouvernement, le sommet de la CEEAC en RDC sur la situation au Tchad, le 20e congrès du Parti communiste chinois qui s'est achevé sur la reconduction du président Xi Jinping pour un 3e mandat, sont les principaux sujets au programme du débat de ce jour. C'est avec un grand plaisir que j'accueille ce matin 2 confrères. Ibrahim Acha, qui est le directeur de publication du journal Temps Nouveau, et Jean Legrand, le directeur de publication de Canal D. Auditrices et auditeurs, vous pouvez nous suivre en direct sur Facebook grâce à Amjoy. Il suffit donc de taper Victoire FM. Et donc, comme je le dis souvent, croiser les doigts pour que les dieux d'Internet soient avec nous. Chers confrères, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Bonjour. Oui, première question, et voilà, première chose pour planter le décor du débat de ce matin. Hervé Essay nous rappelle une première série d'événements de l'actualité nationale de cette semaine, à savoir le lancement officiel du 5e recensement général de la population et de l'habitat, l'ouverture du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé, Cialo, et le braquage d'un convoi de transport de fonds à Lomé cette semaine. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 27 octobre 2022 sous la présidence de son Excellence M. Faure Sozina Nyasingbe. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, un projet de décret et écouté 3 communications, dont celle relative à l'assistance apportée aux victimes des attaques terroristes dans la région des Savanes. Au total, 789 ménages représentant 4175 personnes déplacées ont été recensés par les services compétents. Séance plénière mardi à l'Assemblée nationale. Les députés ont voté le projet de loi uniforme relative à l'activité d'affacturage. L'instrument financier veut accompagner les entreprises dans le recouvrement de leurs créances et mieux gérer leur trésorerie. Maoussi Diossou Semoji, président de la Commission des finances et du développement économique. Quand l'entreprise A détient des créances sur l'entreprise B, l'entreprise A a besoin de trésorerie, elle s'adresse à la banque ou à une institution de microfinance pour céder ces créances-là et avoir de la trésorerie. C'est ça qu'on appelle l'affacturage. Vous avez une créance sur des entreprises, vous n'avez pas la liquidité pour continuer à travailler. Donc, quand vous cédez votre créance à une banque, vous avez la trésorerie pour continuer à travailler. C'est ça l'avantage. Et vous gagnez de l'argent. Tous les détails du contrat qui doit intervenir entre eux là, le texte que nous avons voté prévoit ces conditions. Les conditions de rémunération, tout est prévu dans ce texte. Alors que dans la loi bancaire, c'est considéré juste comme un crédit comme un autre. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat a démarré officiellement lundi sur toute l'étendue du territoire national. Cette opération permettra aux autorités du pays de planifier et de mettre en œuvre des politiques de développement du Togo. Pendant 3 semaines, les agents recenseurs vont sillonner les maisons pour recueillir les informations nécessaires. Pour la réussite de l'opération, le ministre de l'administration territoriale qui a lancé l'opération invite les populations à réserver un accueil chaleureux aux agents recenseurs. Payadoua Boupessi. Je lance un appel citoyen à toute la population pour réserver un accueil chaleureux aux agents recenseurs qui mènent une mission de service public et à leur fournir les informations demandées qui concernent plusieurs aspects de leur vie. Pour mener à bien cette opération, le gouvernement compte également sur l'engagement des membres des comités locaux de recensement, notamment les préfets, les maires, les chefs traditionnels et autres acteurs,
pour porter avec lui l'appel à l'adhésion et à la mobilisation de la population pour se faire recenser. La 9e édition du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé-Sialo a été lancée lundi à Lomé. Ce salon, qui prendra fin le 2 novembre prochain, a pour thème l'irrigation, facteur de production agricole. Daniel Atikbo, président du comité d'organisation. Nous ne sommes pas sans remarquer qu'avec le changement climatique, il y a forcément des risques qui sont encourus. Et justement, c'est les producteurs agricoles, c'est les transformatistes ou de manière générale l'agriculture qui est impactée par ce changement climatique. Et quand l'agriculture est impactée, c'est les producteurs agricoles. Maintenant, il faudrait qu'on arrive à renforcer la résilience de ces agriculteurs. Une solution est l'irrigation. Pourquoi l'irrigation? Parce qu'elle permet d'avoir des cultures hors saison. Donc nous souhaitons qu'à travers la 9e édition, les partenaires, les acteurs qui vont venir à cette édition puissent s'informer des techniques, des technologies, des équipements qui existent en matière d'irrigation. Quel type d'irrigation est adapté à quel sol? Tentative de braquage lundi d'un convoi de transport de fonds progressant du Grand Marché en direction de l'aéroport international Gnassingbé-Yadema. Le bilan fait état de 2 morts, dont un enfant de 4 ans, et de 12 blessés, dont 6 agents des forces de l'ordre et de sécurité ainsi que 6 civils. Une enquête est ouverte pour faire la lumière sur cette tentative de braquage, a indiqué le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yak Damran, dans un communiqué rendu public. Merci Hervé Essay. Premier sujet du débat de ce matin, le 5e recensement général de la population et de l'habitat. Et j'ai vu à la une de Canal D l'opération officiellement lancée, c'est vrai. Alors, le dernier recensement général de la population et de l'habitat remonte à plus de 10 ans maintenant. Et il était donc temps que le pays dispose de données actualisées sur la population et bien d'autres choses, n'est-ce pas, Jean Legrand? Oui, effectivement. Vous savez, le recensement doit normalement se tenir chaque 10 ans parce que la population évolue et il faut régulièrement réadapter les politiques de développement. C'est dans ce cadre que s'est tenu le 5e recensement. Il faut dire qu'il y a déjà eu 4 recensements, notamment en 1960, 70, 421, 2010 et maintenant 2022. C'est une opération qui va bien évidemment permettre de dénombrer le nombre de Togolais que nous sommes actuellement, de recueillir autant de données qui vont permettre au gouvernement de planifier le développement d'ici quelques années et de ne pas être surpris parce que vous savez, aujourd'hui la jeunesse croît à une vitesse où on dit que la jeunesse est la bombe à retardement de demain. Donc il faut véritablement planifier les politiques et c'est dans ce cadre que cette tenue se tient, ce recensement qui va durer 3 semaines et le ministre Paya Doa Bokbessi, le ministre d'État, a exhorté les parties prenantes à vraiment mettre du tien de leur travail pour que vraiment le recensement puisse être une réalité, puisse être une réussite parce que quand on n'a pas les bons chiffres, ma foi, comprenez que les prévisions seront faussées et tout le monde a été appelé vraiment à jouer sa partition et les médias également jouent un grand rôle dedans, même si, moi je le dis, les médias dans ce processus n'ont pas été logés à la meilleure enseigne. On n'a pas vraiment senti une implication de tous les médias. Nous allons tout à l'heure revenir sur l'aspect communication. Alors, je voudrais, avant de donner la parole à Ibrahim Acha, alors, voir l'importance et les objectifs de ce recensement avec des voix autorisées, notamment le ministre d'État Paya Doa Bokbessi et la représentante résidente au Togo de l'UNFPA, Josiane Yagibou, qui nous disent donc l'importance et les objectifs visés par ce recensement. Le gouvernement attache une importance capitale à la qualité des résultats de cette opération scientifique exhaustive et d'envergure nationale, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2025 en cours d'exécution. C'est pourquoi je voudrais, au nom du gouvernement, exhorter les agents qui seront déployés sur le terrain pour cette opération de dénombrement à redoubler d'efforts et à donner le meilleur d'eux-mêmes, car du succès de cette phase dépendra la qualité de la planification et la mise en œuvre des politiques de développement de notre pays. L'enjeu en vaut vraiment la chandelle, on peut le dire, car cette opération, unique en son genre, permettra de rendre disponibles des données fiables et désagrégées pour alimenter la planification, le suivi et évaluation basés sur des évidences au plus fin niveau de la décentralisation, notamment au niveau des communes, au niveau des cantons, au niveau des villages, afin de ne laisser personne pour compte. Ibrahim Acha, vous venez donc d'écouter le ministre d'État Paya Doa Bokbessi et Madame la
représentante résidente de l'UNFPI au Togo, et Josiane Yagibou. Alors, mais je ne sais pas si vous avez, moi j'ai eu accès à certains audios sur WhatsApp, et quand vous écoutez ce que les gens disent par rapport à ça. Alors, certains de nos compatriotes se méfient de cette opération, d'où la nécessité d'une grande campagne de sensibilisation sur le sujet. Avez-vous le sentiment que la communication du gouvernement était conséquente et que l'on peut espérer une adhésion, une grande mobilisation qui assure la réussite de l'opération? Bien évidemment, lorsque le gouvernement veut mettre en place une politique ou bien lorsque nous sommes en face d'une opération de telle envergure, il va falloir que la communication soit conduite en amont. Et là, on va amener les populations à comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissants de cette opération, ce qui va apporter plutôt une certaine adhésion à l'opération. Mais il s'est fait que la communication n'a pas été à la hauteur des attentes, puisque quand nous sommes allés sur le terrain, nous avons rencontré certains de nos compatriotes qui disent ne pas avoir connaissance de la tenue d'une telle opération. Et donc ça fausse en même temps beaucoup de choses sur le terrain, et nous avons peur que cette opération ne puisse pas aller vers des résultats escomptés. Pourquoi nous le disons? Parce que moi, je me rappelle, je revenais de la mosquée à 5h du matin, il y a certains de mes proches qui m'ont abordé et ils m'ont fait savoir que certaines personnes sont venues dans leur maison, ils ont posé des questions et c'était des questions sensibles. Vous savez que nous sommes dans un contexte de sécurité très sensible, et ça fait que lorsqu'on vous pose des questions sur le nombre d'enfants que vous avez, quel type de travail vous faites, votre conjointe est-elle avec vous depuis combien de temps, il y a des questions qui touchent l'intimité des personnes, et là ça fait que les gens sont beaucoup plus réticents à pouvoir donner les informations que voudraient les agents recenseurs. Et il y a aussi des étrangers aussi qui sont dans notre communauté, qui partagent aussi les cours communes avec certains de nos compatriotes. Lorsqu'on leur pose des questions, ces étrangers, bon, quand ils disent étrangers, souffrez que je les taxe comme ça, c'est parce qu'au fil du temps, ils sont devenus nos frères. Mais ils sont très méfiants, parce que quand on leur pose des questions, ils disent qu'ils sont venus dans ce pays pour se cacher, ils ne veulent pas avoir de problème avec qui que ce soit. Et donc, ils ne voudraient pas décliner leur identité, ils ne voudraient pas décliner quoi que ce soit qui puisse, après, leur porter préjudice. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de problèmes sur le terrain. Et là, la communication, à notre niveau, nous les médias, nous avons remarqué que ça a été confié à une agence de communication, mais qui n'a pas fait le travail qu'il fallait, parce que les médias cooptés, en tout cas si on veut prendre un peu tous les médias qui existent, leur nombre, et les médias qui ont été cooptés, vous voyez que vraiment à la part, ce n'est pas ça. Et ce qui a été réservé aussi aux médias, ce n'est pas aussi ça, parce que quand je prends une presse écrite, on vous propose 100 000 pour une période de 3 semaines, vous allez faire les articles, vous allez mettre les bandeaux, vous allez mettre les visuels, vous comprenez que vraiment c'est une somme dérisoire, et ça ne peut pas supporter même les charges de publication. Et là, c'est ce qui a fait que vraiment ça ne marche pas sur le terrain, et le gouvernement doit être conscient que ça ne marche pas sur le terrain, et il va falloir très tôt chercher d'autres mécanismes pour pouvoir communiquer suffisamment et sensibiliser la population, les amener vraiment à adhérer et à réserver, comme eux-mêmes un bon accueil aux agents. Parce que justement, Jean Legrand, quand j'écoutais tout à l'heure un vocal, un monsieur qui insultait les agents recenseurs, voleurs, voilà, que vous venez déranger les gens, etc. Et ça pose véritablement un problème de communication. Oui, évidemment, le problème de communication se fait sentir. Parce que vous savez, nous, il y a quelques mois, on avait attiré l'attention des autorités en ce qui concerne le contexte sécuritaire que notre pays traverse depuis quelques mois. Et nous avions clairement énoncé le problème de la confiance entre les populations et ceux qui viendront pour le recensement. Est-ce qu'en amont des dispositions ont été prises pour que les gens soient ouverts, pour que les gens se sentent en confiance et disent ce qu'il faut? Mais visiblement, je crois que notre message n'est pas tombé dans de bonnes oreilles, parce que moi, j'ai écouté plusieurs personnes qui disent que quand ils ne sont pas à la maison, ils ont donné l'ordre à leur famille de ne répondre à personne. Que c'est quand ils seront là qu'ils vont répondre. Vous voyez déjà, il y a beaucoup de problèmes, et puis je ne sais pas si vraiment on va atteindre le résultat qu'on est en train de viser, parce que
c'est 8 milliards de nos francs qui sont... Oui, c'est ça. Qui sont mobilisés. Plus de 8 milliards, Plus de 8 milliards. 8 milliards Voilà. de francs CFA. Voilà, avec les partenaires et tout ça. Et quand on fait un travail, ma foi, je ne sais pas si on n'a pas confié cela à des experts, mais à une agence, et jusqu'à la veille du recensement, on ne sent pas vraiment l'implication des populations. Parce que alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour rattraper oui, peut-être ce déficit de communication? C'est de rapidement recadrer la stratégie de communication. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Nous sommes déjà à presque une semaine en avant, mais il faut carrément recadrer rapidement la stratégie et voir comment on peut pallier à ce vide-là. Parce que regardez à l'intérieur du pays, plusieurs radios se sont plaints. Moi, je vous dis, on donne aux gens entre 60, 80, 100 000 et on leur demande de produire une facture vierge. C'est ce que beaucoup ont dit. Et ils sont déçus, mais ils disent qu'ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils n'ont pas de choix. C'est ce qu'on leur a proposé. Ils n'ont pas de choix, mais ils sont obligés de faire avec. Mais de bouche à oreille, l'information nous est revenue. Mais on se dit, mais comment est-ce qu'on a mobilisé autant de sous? Et ceux même qui ont... Les quelques rares médias sont logés à une mauvaise enseigne. Et on vous demande de faire un travail, mais nous sommes des entrepreneurs. Nous faisons un service public qui doit être accompagné. Mais comment est-ce que tout ce que les médias font depuis, nous, on n'a pas été contactés, mais moi, ça ne m'empêche pas de faire mon travail citoyen dans mon média. À chaque temps que j'ai l'occasion de parler du RGPH, je le fais parce que je me dis que c'est ma contribution. Mais si on va mobiliser des moyens et puis les gens vont encore vouloir se sucrer sur le dos des médias, pourtant le chef de l'État, lors d'une allocution, avait demandé à ce que les surfactures s'arrêtent. Mais comment est-ce qu'on veut avancer dans un pays où les gens se comportent de la sorte ? Vraiment, il faut que le gouvernement essaie de revoir ça. Ça a été confié à une agence de communication. Si rapidement, on peut reprendre les choses en main, parce que moi, je crains qu'on ait dépensé de l'argent, mais à la fin, que le résultat ne soit pas atteint. Mais on dira, on a fait, mais qu'est-ce qu'on va comptabiliser à la fin? C'est une question que nous nous posons. Et si rapidement, le gouvernement peut écouter ce que nous disons, parce que nous sommes des lanceurs d'alerte, nous sommes dans une alerte précoce, nous nous informons sur ce qui n'est pas bien, pour qu'on puisse regarder, mais on n'est pas contre les gens, mais il faut que les gens comprennent que c'est notre contribution que nous apportons. Je vous pose la même question, Acha Ibrahim. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rattraper ce que nous appelons, en griffe, un déficit de communication dans cette affaire? Non, c'est d'aller vers des approches de stratégie beaucoup plus innovantes, parce que ce qu'on faisait, on confie la communication à une agence de communication et par un système de réseautage, les gens se coptent entre copains et la communication ne passe pas. Il faut bien identifier les médias qui ont une certaine audience. Il faut identifier aussi les émissions comme celles à laquelle nous participons actuellement. Si vous étiez associé, je pense qu'aujourd'hui, actuellement, nous devons être en train de faire la sensibilisation pour que les gens puissent apporter leur adhésion à cette opération. Donc voilà, donc moi je pense qu'au niveau du gouvernement, on peut recadrer les choses en impliquant davantage les médias. Nous avons les organisations de presse qui sont là, il faut les mobiliser, et voir éventuellement avec les responsables comment on peut amener tous les acteurs des médias à s'impliquer dans cette communication. Au niveau des leaders d'opinion, oui. Au niveau de chaque région, on peut identifier les gens, ils vont aussi faire le travail qu'il faut. Mais quand on confie la communication à une agence de communication qui n'est pas aussi ancrée dans la réalité médiatique togolaise, il va de soi que ce soit le fiasco. Et c'est ce à quoi nous assistons et c'est dommage. Bien, deuxième sujet de cette émission, l'ouverture mardi dernier de la 9e édition du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé. Donc un salon qui se tient au centre des expositions et foires du Togo, CETEF Togo, après 2 ans d'arrêt à cause de ce que vous savez, la Covid-19. Alors pour vous, quelle est l'importance de ce salon et quel impact il a sur le monde paysan, parce que ça, on en est quand même à la 9e édition. Est-ce que ça a un impact sur le monde paysan, Ibrahim Acha? Oui, ça a un impact. Pourquoi nous disons cela a un impact? Parce que le monde paysan, ils produisent, mais quand on arrive au niveau de la transformation, c'est d'autres acteurs qui prennent le relais. Donc, vous comprenez que quand il y a un salon comme ça, c'est presque une vitrine pour mettre en exergue, pour montrer ce que les Togolais savent produire. Et au cours de ce salon, vous savez qu'il y a les étrangers qui arrivent, il y a des gens qui viennent d'autres horizons, ils viennent découvrir les réalités togolaises et en même temps voir le savoir-faire togolais. Mais les paysans, c'est vrai qu'ils sont restés dans leur champ, mais il y en a quand même des entrepreneurs agricoles qui arrivent aussi
aussi à aller au-delà de la production et aller vers la transformation. C'est toute une chaîne de valeur qui se développe et il y a des gens qui sont au niveau de chaque palier. Donc quand ils arrivent au niveau du salon, ils arrivent à convaincre en tout cas les potentiels clients. Ils arrivent à parler de la façon dont les choses sont faites, puisque nous avons aussi aujourd'hui une primauté sur le bio. Donc les paysans essaient aussi de valoriser cette technique bio et en même temps chercher de potentiels disons des gens qui vont venir acheter, les clients et tout ça là, et voir éventuellement nouer des partenariats avec des transformateurs, qu'ils soient nationaux ou bien qu'ils soient de l'extérieur. Oui, Jean Legrand, vous faites la navette entre Lomé et Dapaon, et donc vous allez souvent dans le Togo profond. Est-ce que vous avez le sentiment que ce salon peut influencer les pratiques du monde paysan? Et que ça voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, le salon peut influencer si véritablement tous les acteurs à la base sont véritablement impliqués dedans. On parle de salon international, je crois que c'est une catégorie qui arrive du Togo profond. Il faut dire que cette année, c'est la région des Savanes qui est au cœur de l'événement. Votre région, justement. Voilà, qui est en vitrine. Et il y a beaucoup de programmes qui vont permettre aux uns et aux autres de voir comment matcher ensemble les mécanismes, comment voir ensemble qu'est-ce qu'on peut améliorer, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le monde est confronté au changement climatique. Et qui dit changement climatique parle de l'eau, rarification de l'eau. Voilà pourquoi le thème a parlé de l'irrigation. Et il faut vraiment expliquer aux paysans quel est le mécanisme, quelle est la stratégie qu'on peut employer par rapport à la rareté de l'eau et tout ça. Comment faire quand même pour que les cultures ne manquent pas d'eau, qu'on ne soit pas en retard. C'est autant de choses vraiment qui vont permettre vraiment d'améliorer notre agriculture et que nous puissions vraiment s'autosuffire. Aujourd'hui, on dit que l'agriculture, c'est le vivier, c'est l'agriculture qui permet que nos pays en voie de développement puissent vraiment se lancer. Et il faut véritablement, vraiment, moi je dirais que il faut qu'on s'implique davantage dans ce salon parce que c'est quelqu'un de privé qui le fait. Si l'État vraiment peut s'impliquer davantage pour qu'on puisse toucher plus à la base les producteurs, ça va vraiment nous avantager, mais que ce ne soit pas seulement ceux qui sont en avant, qui viennent, et puis bon, à la base, on n'est pas vraiment ce qu'il faut, ça ne va pas vraiment nous avantager. Vous le disiez, l'irrigation, facteur de production agricole, voilà le thème de cette année, un thème qui s'inscrit donc justement, vous l'avez fait aussi, dans un contexte de changement climatique qui bouleverse les pratiques agricoles. Croyez-vous que les paysans et togolais sont préparés, outillés pour faire face à ce changement climatique et toutes les conséquences que cela implique, Acha Ibrahim? Mais il faut dire que les paysans togolais sont au courant de ce bouleversement climatique. Et la preuve, quand ils sont sur le terrain, ils arrivent à voir qu'il y a souvent la raréfaction des pluies. Et parfois même, ils n'arrivent pas à produire comme ils ont l'habitude de le faire. Parce que la saison change. Parfois, c'est en février, il pleut, surtout pour la région maritime. En février, il doit avoir la pluie. Mais il se passe que parfois, en février, il n'y a pas la pluie. Donc, les paysans commencent par comprendre, par se questionner. Ils se demandent qu'est-ce qui ne va pas. Et là, au fil du temps, ils ont fini par comprendre qu'il y a des bouleversements au niveau climatique. Mais je voulais revenir aussi sur le thème, parce que le thème est d'une très grande importance. Nous avons toujours dit que pour faire l'agriculture à l'heure actuelle, il faut la maîtrise de l'eau. C'est l'élément essentiel, parce que l'eau, c'est ça qui permet à ce que les produits puissent évoluer, pour qu'on aille vers une plus grande productivité. Et là, comment maîtriser l'eau? Il ne s'agit plus d'attendre la pluie, mais il y a des techniques qui se sont développées. Quand je prends un peu le cas du Burkina Faso, quand vous allez là-bas, ils ont des bassins, de grands bassins de rétention d'eau, mais ce n'est pas l'eau de la pluie qu'on a recueillie là-bas. Ça a été foré. On a fait des forages, de grands forages, et l'eau est là. Et permanemment, les agriculteurs peuvent pratiquer leurs activités. Et cela fait que quand vous prenez... C'est pour ça qu'on est surpris de voir que... Comment ça s'appelle? Les tomates, tout à fait, l'oignon et tout ça. Du Burkina, on se dit, mais comment ça fait-il? Hors saison, puisqu'on les attend en juin, mais en décembre, on a des tomates ici. En février, on a des tomates ici qui viennent du Burkina Faso, parce que là-bas, ils sont allés vers une agriculture que nous appelons une agriculture intelligente. C'est-à-dire que les gens mettent en pratique la technologie appuyée à ce que
connaissent déjà comme traditionnellement. Et le tout donne vraiment un produit qui est très, 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 très apprécié. Et ça fait que l'agriculture là-bas, ça évolue. Aujourd'hui, quand vous interrogez le paysan burkinabé, vous allez voir que sur une tonne, le burkinabé peut sortir jusqu'à 6 tonnes. 6 tonnes sur un hectare, autant pour moi, le burkinabé peut sortir jusqu'à 6 tonnes de céréales. Mais ce qui n'est pas possible au Togo. Au Togo, même avec un hectare, ça à peine pouvait aller à 2 tonnes. Donc ça voudrait dire qu'on doit reconstituer notre pratique agricole et voir éventuellement comment on peut aller véritablement vers la maîtrise de l'eau. Et je pense qu'au niveau du ministère de l'Agriculture aujourd'hui, il y a tout un programme qui est développé avec un partenaire, Bibos, qui est en train de vulgariser une nouvelle technique en matière d'irrigation. Mais ça aussi, ce sont les kits qu'on aura à donner aux agriculteurs. Mais ces kits-là, où est-ce qu'on va trouver de l'eau? Vous comprenez? Donc il faudrait plutôt réfléchir de façon globale, voir éventuellement comment on peut mettre en place des bassins de retenue d'eau avec des systèmes de forage et aller, pourquoi pas, vers l'agriculture qui se pratique en Israël avec leur système de goutte à goutte. Oui. Et vous voyez que si on vulgarise ça, je pense qu'on aura quand même une productivité assez suffisante. Et là, ça fera que nous n'allons plus dépendre des autres pays en matière de produits agricoles comme nous le constatons. Nos femmes sont obligées d'aller à Ouaga, nos femmes sont obligées d'aller jusqu'au Niger avant de trouver de l'oignon, avant de trouver des tomates et tout ça. Là, je pense que ça non, c'est pas bien. Nous sommes sur la côte, nous devions vraiment produire et c'est à nous de ravitailler ceux qui sont à l'Interland. Voilà. Alors, changeons encore une fois de sujet. Le centre-ville de Lomé a été lundi le théâtre d'un spectacle digne du Far West. Il s'agit d'une tentative de braquage d'un convoi de transport de fonds et cela a causé la mort de 2 personnes dont un enfant. Il se dit que l'enfant revenait même de l'école. Et franchement, c'est un véritable drame. Et puis, il y a eu 12 blessés. Alors, un premier commentaire sur cette affaire, Jean Legrand. Oui, vous savez, lundi, nous avons tous été sidérés quand nous avons appris la nouvelle. Moi, j'étais au centre-ville quand j'apprenais qu'au niveau des comptes dans la descente, ça chauffe. Et je voulais vous dire, chacun de nous a rapidement changé de route, parce que vous ne savez pas, une balle perdue, ça vous prend comme ça. Donc, ce n'est que dans l'après-midi que nous avons eu tous les détails. Et ma foi, ça fait froid dans le dos quand vous voyez le mode opératoire que ces hommes sans foi ni loi ont appliqué. Mais on se demande qui est en sécurité au Togo. Et quand un convoi de fonds quitte le grand marché pour la descente en allant vers l'aéroport, et les individus en question sont arrivés, ont pris le temps de faire du repérage, ont patienté que le véhicule arrive. Et vous savez comment les convois blindés là sont vraiment sécurisés. Mais ils n'ont pas eu froid au dos avec les armes. Ils ont tiré. En plein jour. En plein jour, je vous dis. On parle de 11 heures. On parle de 11 heures. De 11 heures. Oui. Voilà. C'est-à-dire, c'est pour créer plus de psychose. On se demande, mais est-ce que nous sommes en sécurité en réalité? Si ceux-là qui ont tout ce convoi, qui ont tous les armes qu'il fallait, ont essuyé ces attaques-là, vous et moi, qui sommes-nous? C'est autant de questions que nous nous posons et on se dit vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et depuis un bon temps, on nous a dit non, il faut nous identifier. Mais on ne comprend pas pourquoi est-ce que après ce genre d'attaque-là, on n'a pas rapidement un retour. Parce qu'on dit que les enquêtes se poursuivent et tout. À quoi sert finalement l'identification? Moi, il y a beaucoup de choses qui nous traversent l'esprit. Comment est-ce que les gens ont su que non, il y a un convoi de fonds qui se déplace, d'où les informations fuitées? C'est autant de questions qu'on se pose. Il y a aujourd'hui l'Agence nationale de lutte contre la cybercriminalité. Moi, une fois, j'ai posé la question au commandant, le directeur, le commandant Gota Gwaliba. Je lui ai dit, mais souvent, nous avons les gens qui reviennent de la banque, qui vont pour déposer. On leur dit non, plutôt pour retirer des fonds et on les agresse. Mais comment est-ce que l'ANSSI ne peut pas s'autosaisir? Il m'a dit, tant que la banque elle-même n'a pas émis une plainte, ils ne peuvent pas s'autosaisir directement. Mais ils n'ont pas eu de retour concernant ça. Mais bon, on se pose beaucoup de questions. Il faut véritablement qu'on nous situe parce que il y a de cela une semaine, les FAT avaient fait un exercice simulé en cas d'attaque terroriste. Mais aujourd'hui, c'est des braqueurs auxquels ils ont fait face. Et puis, ma foi, ça n'a pas été vraiment concluant. Mais il faut dire que les braqueurs n'ont pas pu emporter le butin. C'est déjà une bonne chose. Mais ils ont dû replier. Mais moi, je dis rapidement, il faut qu'on essaie de voir où est-ce qu'il y a eu faille. Qu'est-ce qu'on peut améliorer vraiment pour que les Togolais se sentent en sécurité. Quand vous voyez un enfant de 4 ans
qui a été tué, je dis ça pouvait être l'enfant de X, de Y, c'est quelque chose qui fait mal. Vraiment, condoléances d'abord à la famille, aux familles des victimes. Vraiment que le Seigneur apaise leur cœur et que le gouvernement, les autorités sécuritaires vraiment prennent la mesure de la situation et voient rapidement ce qu'on peut corriger pour que de pareilles situations vraiment ne se reproduisent plus. Oui, tout à l'heure Jean Legrand le disait, Ibrahim Acha, c'est que c'est en plein jour et donc les braqueurs étaient donc déterminés, sûrs d'eux parce que pour oser faire un truc comme ça. Et le plus frustrant, c'est qu'encore une fois, ils ont disparu dans la nature. Tout à fait, c'est là où je dirais que même s'ils n'ont pas pris le butin, c'est qu'ils ont éprouvé le système sécuritaire togolais. Et ils ont montré que nous avons des failles dans nos systèmes sécuritaires. Parce que les gens ne peuvent pas venir si c'était des terroristes, vous voyez. Donc ils auraient pu faire un carnage dans le centre-ville avec leurs armes, ils allaient tuer beaucoup. Voilà. Et s'enfuir comme ça. Ils n'étaient pas cagoulés. Voilà, ils n'étaient pas cagoulés, ils étaient sur des motos. Et vous comprenez que quand nous prenons un peu les djihadistes ou bien les terroristes, c'est leur mode opératoire. C'est comme ça aussi ils évoluent pour pouvoir commettre leur forfait. Donc ça voudrait dire que l'opération de simulation, donc vous faites cas, c'est vrai que ça a donné des idées à nos forces de l'ordre pour qu'ils soient bien aguerris, mais c'est insuffisant. Ça voudrait dire qu'ils doivent revoir leur système opératoire pour que les bandits n'arrivent pas à s'infiltrer, à utiliser les failles pour pouvoir agir. Parce que ce qui s'est passé à Dekon, c'est une humiliation pour les forces armées togolaises. Les gens ne peuvent pas venir en plein centre-ville, tirer et partir comme si de rien n'était. Il y a eu échange de coups de feu, mais qui sont ces blessés? C'est plutôt du côté des forces de sécurité et de défense. C'est là où on a eu des blessés. On n'a pas dit qu'un malfaiteur a été atteint. Vous comprenez? Donc ça voudrait dire qu'eux, ils ont pris de l'avance sur nos forces de sécurité. Et ça ne doit pas nous amener à dormir sur nos lauriers. Ça voudrait dire qu'il y a une situation très préoccupante et les forces armées togolaises doivent revoir ça. Et surtout que si nous nous référons à ce qui a été dit par rapport à la loi de programmation militaire, et comme quoi le Togo devait se doter de matériel sophistiqué, le Togo devait avoir l'arsenal qu'il faut, en tout cas toute la technologie qu'il faut pour pouvoir contrer ces genres d'attaques, et que ces bandits, ces malfrats sont venus les déstabiliser un peu, les dérouter un peu. Non, ça amène à s'interroger. Et moi je me demande aussi, puisque j'ai eu plusieurs fois à exposer le problème, quand vous voyez un peu les centres névralgiques de notre pays, il y a des caméras qui ont été hissées. Ces caméras servent à quoi? Actuellement, c'est comme si c'était des ornements, parce que à partir de ces caméras dans les pays sérieux, quand il y a de ces problèmes qui surviennent, on interroge les caméras, on voit les images et on arrive à identifier les malfaiteurs, ceux qui sont venus commettre le forfait. Mais depuis que cela est arrivé, jusqu'alors, on ne nous dit rien. On ne sent même pas s'il y a vraiment, véritablement, une enquête qui est diligentée. Et je précise, et je fais le constat que lorsqu'il y a eu des braquages au niveau de l'aéroport, lorsqu'il y a eu des braquages en plein marché à Stigame et un peu vers Casablanca, c'est lors d'autres forfaits qui ont impliqué certains malfaiteurs, et lorsqu'ils ont été arrêtés, c'est au cours des interrogatoires que c'est ressorti qu'ils étaient impliqués dans les forfaits. Mais les enquêtes qu'on avait diligentées à l'époque par rapport à ces forfaits n'ont pas abouti. Donc ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Moi je pense que les autorités en charge de la sécurité doivent revoir leur façon de faire et aussi donner plus de moyens aux forces de l'ordre de sécurité pour qu'ils nous protègent. Alors je rappelle, mesdames et messieurs, que les invités de Rétro 7 de ce matin sont Acha Ibrahim, le directeur de publication du journal Temps Nouveau, et Jean Legrand du journal Canal D. Avant de les retrouver pour la suite de ces débats, Hervé Essay nous rappelle une deuxième série d'événements de l'actualité nationale de cette semaine. Près de 100 000 étudiants ont effectué lundi la rentrée universitaire pour le compte de l'année académique 2022-2023. Dans son adresse à la communauté universitaire de Lomé, le président de l'UEL, la professeure Doji Kokoroko, s'est montré ferme vis-à-vis des enseignants-chercheurs quant à leur disponibilité pour la tâche pédagogique. À cet effet, il assure que l'accompagnement pédagogique dans l'enseignement supérieur devrait désormais rimer avec la disponibilité de l'enseignant à appréhender la confrontation des défis complexes comme une opportunité de développement cognitif. L'annonciature apostolique au Togo a rendu public mercredi le nom du nouvel évêque pour le diocèse d'Atakwame. Il s'agit du
du révérend père Moïse Touho. Nommé par le pape François, le nouvel évêque qui est le 5e de l'histoire de ce diocèse remplace Monseigneur Nicodème Bariga Bénissant qui assurait l'intérim depuis 2019. Nécrologie, l'Alliance nationale pour le changement ANC est en deuil. Son premier vice-président Patrick Lawson Bankou est décédé dimanche 23 octobre suite à une longue maladie à l'âge d'environ 70 ans. Plusieurs personnalités politiques ont salué la mémoire de ce combattant de la démocratie qui était connu pour son ouverture d'esprit. Le diocèse d'Atakpamé a un nouvel évêque en la personne du révérend père Moïse Touho. Il remplace l'archevêque de Lomé, Monseigneur Bariga Bénissant, qui se partageait entre ses charges à Lomé et celles que lui imposait le diocèse d'Atakpamé. Le Vatican donc a mis fin à ce cumul de fonctions, ce que vous dénoncez très souvent dans le Grand. Le Vatican a mis fin à ce cumul de fonctions. C'est sans doute une bonne nouvelle et pour Monseigneur Bénissant et Bariga Bénissant et pour aussi les fidèles du diocèse d'Atakpamé. Oui, bien évidemment. Vous savez, c'est depuis 2019 que Monseigneur Bariga Bénissant a été nommé archevêque de Lomé et il cumulait les deux fonctions. Vous savez, c'est pas facile de gérer Lomé et également gérer le diocèse d'Atakpamé. On se demandait pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas depuis, mais bon. Finalement, ça a été fait. Et moi, je dis qu'aujourd'hui, le diocèse aura quelqu'un qui sera constamment présent. C'est déjà quelque chose. Et puis, Monseigneur Bariga aura vraiment la latitude de se consacrer à sa tâche au niveau de Lomé. Il faut dire que le nouveau nommé est quelqu'un qui a véritablement servi au sein de l'Église catholique. Il a un grand bagage. Il a fait Rome, Ouida et bon, bref, tout le parcours qu'il faut. C'est quelqu'un de poigne qu'il faut à la place qu'il faut. Nous nous souhaitons vraiment bon vent et que ces œuvres vraiment puissent porter du fruit pour le bien des fidèles du diocèse d'Atakpamé. Oui, et Ibrahim Macha, vous êtes, tout à l'heure vous avez dit que vous revenez de la mosquée ce matin, ça veut dire que vous êtes musulman. Est-ce que vous connaissiez le révérend père Touho? Non, je ne le connais pas personnellement. C'est Monseigneur Bariga que je connais bien. Oui. Mais c'est bien que le pape nomme un nouveau archevêque, un nouvel archevêque à Atapamé, parce que faire la navette entre Lomé et Atapamé pour le compte de Monseigneur Bariga, ce n'était pas aussi évident. Donc maintenant, il y aura un archevêque qui sera sur place, qui va s'occuper des affaires de la communauté chrétienne ou bien catholique d'Atapamé. C'est une très bonne chose. Je pense que ça ne fera que amener encore un peu plus de dynamisme au sein du diocèse d'Atapamé et amener les fidèles aussi à avoir à disposition leur archevêque et lorsqu'il y aura quoi que ce soit, ils pourront vraiment s'adresser à lui puisqu'on a besoin toujours d'un éclaireur ou bien d'un guide. Si on parle du berger, voilà, donc s'il est sur place, je pense que les brebis ne vont pas s'égarer. Oui, Ibrahim Macha, nous allons ouvrir une page de nécrologie à présent. L'Alliance nationale pour le changement ANC est en deuil. Patrick Lawson Bankou, le premier vice-président du parti, n'est plus depuis dimanche dernier. Alors vous, quel souvenir garderez-vous de M. Patrick Lawson? M. Patrick Lawson, c'est un homme politique de haut niveau. Et je dis de haut niveau parce que j'ai eu à côtoyer le personnage, un monsieur avec qui quand vous discutez, vous voyez en lui qu'il a vraiment de nobles ambitions pour le pays en matière de démocratie, en matière de développement et aussi pourquoi le vivre ensemble parce que c'est quelqu'un qui avait une approche qui était différente de celle que les autres, en tout cas ses compagnons de lutte, utilisaient. Et sincèrement, lorsque j'ai appris son décès, je me suis dit vraiment c'est encore une perte. Une perte en ce sens que lorsque vous vous référez à certains événements qui sont produits dans notre pays, il avait une ligne beaucoup plus tempérée, modérée. Et là, les gens arrivaient à passer par lui pour pouvoir décrisper certaines situations assez conflictuelles. Ou bien lorsque la tension montait au sein de l'opposition, il était le monsieur par qui on arrivait quand même à tempérer beaucoup de choses. Bon, maintenant qu'il n'est plus, sincèrement, c'est une perte pour l'ANC et pour toute l'opposition togolaise. Oui. Jean Legrand Oui, je n'ai pas eu à côtoyer l'homme directement, mais j'ai eu beaucoup d'informations sur lui. Et il faut dire, je l'observais beaucoup de loin, c'est un monsieur qui est véritablement ouvert d'esprit, qui n'était pas, bien sûr qu'il faisait partie de l'opposition radicale, mais
grâce à lui, quand même, il y avait des passerelles, on arrivait à arrondir les angles sur certaines positions pour trouver un certain équilibre. Quand j'ai appris la nouvelle également, je me suis dit, ce monsieur il nous a finalement quitté. Est-ce qu'on pourra trouver quelqu'un d'autre comme ça pour le remplacer? Il a été fidèle à ses convictions politiques, ça il faut le reconnaître. Ce n'est pas un transhumant comme certains. C'est vrai qu'il a été avec l'UFC au début, avec Jean-Pierre Fabre. Ils ont continué ensemble à l'ANC. Elle a été fidèle à sa vision. Et moi, je retiens de lui quelqu'un vraiment de très courtois, d'ouvert. Et vraiment que la terre lui soit légère. C'est une perte pour l'ANC et la classe politique de l'opposition. Condoléances et vraiment courage à toute la classe politique et particulièrement à l'ANC. Ancien député, Patrick Lawson a été le directeur de campagne de la dernière présidentielle pour Jean-Pierre Fabre, le président de l'ANC. C'est dire son importance et la confiance dont il jouissait de la part de ses camarades de l'ANC. Et même avant, à l'UFC de Gilles-Christ Olympio, où il occupait là aussi le poste de premier vice-président du parti à l'époque. Oui, c'est dire, quand vous voyez le parcours de l'homme, c'est dire qu'il est un homme de confiance sur lequel les leaders pouvaient se reposer. Vous savez, avoir de tels individus dans des regroupements, c'est difficile. C'est difficile. Vous avez des individus compétents, mais des hommes fidèles, c'est très rare. Oui. C'est très rare. Et puis, c'est là où je dis que c'est une perte vraiment pour le parti de l'ANC. Je me demande, est-ce que véritablement il y a eu la relève qui a été préparée? Parce que quand on conduit un parti, on n'est pas éternel. Il faut penser à ce que, si on n'est pas là aujourd'hui, comment est-ce que le parti peut survivre? Est-ce qu'on a pu transmettre les valeurs qu'on incarnait, les valeurs vraiment qu'on voulait promouvoir? C'est autant de questions qui mijotent dans mon esprit. Je ne sais pas ce qu'il en est au niveau de l'ANC, mais les jours, les mois venus, nous édifierons davantage sur cette question. Oui. Alors, le président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, a conduit une délégation du parti au domicile du défunt pour leur présenter les condoléances du parti. Je vous propose d'écouter Jean-Pierre Fabre, les mots qu'il a eus là-bas au domicile du défunt. Une délégation de notre parti, l'Alliance nationale pour le changement ANC, dont Patrick Lawson Bankou est membre fondateur et vice-président. Nous venons présenter nos condoléances, manifester notre soutien et témoigner notre solidarité à la famille de notre camarade disparu. Nous savons que votre douleur est immense, mais nous venons la partager avec vous tout en réalisant qu'aucune compassion ne saurait soulager votre peine. Mais nous savons également que vous êtes chrétien et que la parole de Dieu déclare « Toutes choses travaillent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. » Fin de citation. Nous remettons donc entre les mains de Dieu tout. Rien ne lui est impossible par notre foi en sa puissance. Il saura apaiser nos cœurs meurtris et nous donner la force et le courage de poursuivre jusqu'à son terme le combat auquel notre camarade aura consacré toute sa vie. Qu'il repose en paix. Alors, plusieurs personnalités politiques ont rendu hommage à Patrick Lawson Bankou, mais les mots de la DMK, un regroupement de partis politiques qui étaient dans le collimateur de l'ANC et vice-versa, et les mots utilisés par la DMK m'ont interpellé et m'ont beaucoup interpellé. Et la DMK qualifie Patrick Lawson de combattant de la démocratie et dont elle salue la ténacité exemplaire et l'esprit d'ouverture transcendant les barrières politiques. Et ces mots sont donc de la DMK et j'ai fait court. Qu'en dites-vous, Ibrahim Acha? Non, je pense qu'ils ont essayé de présenter la personne, le personnage, autant pour moi, le personnage. Je disais donc que c'est un monsieur qui avait de nombreuses ambitions, c'est un monsieur qui, sur le plan démocratie, développement et droits de l'homme, il était vraiment intraitable. Et lorsque des situations survenaient dans le pays et que c'était en conflit avec les principes démocratiques, mais il était vraiment intraitable et il arrivait quand même à donner son opinion sans hypocrisie. Et il dit ce n'est pas bien et cela. Mais avec le temps qu'il faut. Avec le temps qu'il faut, bien évidemment, la courtoisie, puisque c'est un monsieur aussi qu'on a connu, qu'il est très courtois, et même lorsqu'il est avec ses pires adversaires, il est toujours courtois dans ses approches. Et
Il ne parle pas avec un ton qui va peut-être mettre encore, comme on le dit, dans le vernaculaire de l'huile sur le feu. Donc il était vraiment très ouvert. Et c'est ce que la dynamique, Monseigneur Poduro, a essayé de mettre en exergue. Et avec lui, c'était beaucoup plus facile de discuter, même si au-delà de tout, il y avait quand même des points où il ne s'entendait pas, des points d'achoppement. Mais le monsieur était toujours serein, courtois, et dans leurs approches, il n'y avait pas quand même d'animosité ou bien quoi. Bon, c'est tout à fait le contraire de certains que nous connaissons sur la scène politique. Lorsqu'il y a de petits problèmes, bon, ils s'enflamment et voilà. C'est des envolées verbales qui chacun ne sont pas de nature. Oui, voilà. Mais un homme politique, avant tout, doit avoir ce que nous appelons le sens de la retenue. Voilà. Et savoir aussi la maîtrise de soi et savoir aussi comment communiquer avec les adversaires ou bien communiquer avec les compagnons de lutte. Voilà. Place maintenant l'actualité internationale. Voici, rappelé par Anani Vijrakou, les événements de cette actualité retenus pour le débat de ce matin. Au Burkina Faso, le nouveau Premier ministre Apollinaire Joachim Keïlane de Tambela, nommé par le président de la transition Ibrahim Traoré, a dévoilé mardi son équipe gouvernementale. Celle-ci est composée de 23 membres, dont 5 de l'ancien gouvernement, 5 femmes et de 2 militaires. À sa prise de fonction, le nouveau locataire de la primature burkinabé a annoncé que la sécurité du territoire sera l'une des priorités de son action. Apollinaire Joachim Keïlane de Tambela. C'est un gouvernement de combat qui a été formé. Donc ce gouvernement aura principalement 3 objectifs. Le premier objectif, le principal et le prioritaire, c'est la sécurisation du territoire. Et ça, tout le monde peut y contribuer. Chaque Burkinabé qui se dit patriote peut y contribuer à sa façon. Le deuxième objectif sera de faire en sorte à améliorer la qualité de vie des Burkinabés. Et enfin, le troisième objectif sera d'améliorer le système de gouvernance. Qu'est-ce qui fait que chaque fois il y a l'instabilité politique? Que pouvons-nous faire pour une meilleure gouvernance pour notre pays, pour notre société? Au Sénégal, la capitale Dakar a abrité cette semaine la 8e édition du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. En ouverture de ce forum lundi, le président sénégalais Macky Sall a laissé entendre que la lutte contre le terrorisme et les opérations de maintien de la paix de l'ONU ont montré leurs limites. Le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, également président en exercice de la CEDEAO, était en tournée cette semaine en Russie et en Ukraine. Il était chez le président Vladimir Poutine de la Russie mardi avant de se rendre chez l'Ukrainien Volodymyr Zelensky mercredi. Il a appelé la Russie et l'Ukraine, ces 2 pays frères, à trouver le chemin de la paix. Au Tchad, après les manifestations sanglantes, le président de la transition Mahamat Déby s'est adressé au peuple tchadien à travers un discours à la nation. Dans son message, le numéro 1 tchadien, tout en présentant ses condoléances au peuple tchadien, est revenu sur les circonstances des manifestations Mahamat Déby. J'ai ressenti au plus profond de moi-même la douleur de cette souffrance qui ne saurait laisser indifférente toute personne douée de raison et d'humanité. Ce ne sont pas de simples manifestations qui ont été maîtrisées, mais une vraie insurrection minutieusement planifié pour créer le chaos dans le pays. À cet égard, je voudrais exprimer mon total soutien au gouvernement, aux forces de l'ordre et à toutes les parties mobilisées pour maîtriser cette situation. Par rapport à cette crise tchadienne, le président congolais Félix Tshisekedi a été désigné comme facilitateur lors du sommet extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC, tenu à Kinshasa sur la situation au Tchad. Rishi Sunak a été désigné nouveau Premier ministre du Royaume-Uni lundi, ceci en remplacement à Liz Truss, qui n'a fait que 44 jours à ce poste. Le nouveau Premier ministre issu d'une minorité des ethnies des colonies britanniques devient ainsi le 5e Premier ministre britannique depuis le référendum du Brexit de 2016. Et puis en Chine, Xi Jinping a été reconduit pour 5 ans comme secrétaire général du Parti communiste chinois à l'issue du 20e congrès du PPC. Il devrait donc être officiellement confirmé à la présidence du pays en mars 2023. Ibrahim Acha, le Burkina Faso a un nouveau Premier ministre en la personne d'Apollinaire Joachim Keïlane de Tambela, et qui aurait des convictions sankaristes chevillées au corps. Alors, d'après vous, quel serait le message caché derrière la nomination d'une telle personnalité par le capitaine Traoré?
Non, là, vous savez que le capitaine Traoré, après le coup d'État, a évoqué certaines situations qui l'ont amené à faire le coup d'État. Il a parlé de la sécurité, il a parlé du développement. Et nous avons souvenance que Sankara, en son temps aussi, militait pour un Burkina émergent. Quand on parle de Burkina émergent, c'est un Burkina stable, un Burkina où le développement a toute sa place. Donc, si on fait en même temps un rapprochement, on voit que Ibrahima Traoré veut suivre les pas de Sankara. Et il va de soi que ce soit un sankariste qui soit nommé Premier ministre pour conduire vraiment l'action gouvernementale. Je vois à peu près le cheminement. Je me dis que le monsieur, c'est quelqu'un qui incarne les idées de Sankara. Surtout, il parle déjà des patriotes. Donc, ça voudrait dire qu'il engage tout le monde à œuvrer pour un Burkina émergent. Jean Legrand, le nouveau Premier ministre burkinabé est allé très vite pour former son gouvernement qui compte 23 membres, dont 2 militaires, et ces derniers occupent les ministères clés stratégiques de la défense et de la sécurité. Alors cela donne certainement une idée des priorités de ce gouvernement, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Vous savez, quand on prend le pouvoir, comme le capitaine Traoré l'a dit, la priorité c'est la sécurisation du territoire, et cela va de soi qu'il laisse ces hommes clés qui puissent vraiment avoir les manettes du pays en main. Moi, je trouve que c'est déjà une bonne chose vraiment que le gouvernement soit déjà réduit à 23. Vous voyez déjà l'idée sankariste derrière, parce que Sankara était pour ce mode de gouvernance, c'est-à-dire réduire le nombre de ministres et tout ça. Il faut dire aujourd'hui que depuis le temps de Sankara, l'armée burkinabé est divisée en 2 clans, parce qu'il y a cette armée-là qui se réclame du mouvement sankariste, et il y a une autre partie de l'armée qui se réclame un peu du courant de Blaise Compaoré. C'est pourquoi vous voyez qu'il y avait toujours conflit quand un mouvement prend, après il y a un autre qui vient casser les pieds sous ce mouvement. Et quand Damiba est arrivé, le coup d'état de Damiba, personne n'a compris au fait. Qu'est-ce qu'il venait faire? Bien sûr, il parlait de sécurisation, mais en 8 mois, c'est un feu de paille. On n'a rien vu. C'est pourquoi aujourd'hui, le capitaine Traoré a pris la mesure de la chose. Nous n'encourageons pas les coups d'État, il faut le dire, mais il y a des coups d'État, ma foi, qui sont, on peut le dire, un peu salutaires, comme pour paraphraser ce que quelqu'un a dit. Et aujourd'hui, l'armée burkinabé est vraiment en difficulté. On se demande comment ils vont s'en sortir. Quand déjà vous voyez 40% de votre territoire qui est pris par les djihadistes, c'est autant de questions. On se demande comment est-ce que ça va être fait. Et moi, je me suis posé la question, je dis, pourquoi est-ce que les pays ouest-africains ne peuvent pas s'unir ensemble pour avoir une armée commune pour lutter contre le djihadisme? Je n'ai jamais compris cette histoire de G5 Sahel avec les pays occidentaux, mais on se dit que nous sommes des pays indépendants. Mais pourquoi toujours cela va venir de l'extérieur? Regardez tout ce qui s'est passé au Mali avec la force Barkhane pendant aujourd'hui presque 10 ans. Mais ça n'a rien apporté, ça n'a rien donné. Aujourd'hui, il faut véritablement que nos pays africains réfléchissent, parce que les solutions sont endogènes. Elles ne viendront pas de l'extérieur, parce que quand vous permettez à l'extérieur de s'impliquer dans une résolution, mais ma foi, lui va chercher ses avantages. Ce qu'il vous donne avec la main droite, il ne le reprend pas la main gauche. On l'a vu au Mali. Peut-être même doublement. Aujourd'hui, le Mali a brandi des preuves, mais seulement c'est qu'au Conseil de sécurité de l'ONU, on fait la sourde oreille. On ne veut pas écouter. Aujourd'hui, vraiment, moi je le dis, il faut que vraiment les pays côtiers essaient de voir comment on peut aider le Burkina. Parce que quand le Burkina va tomber, c'est les pays côtiers qui vont véritablement souffrir. Et déjà, nous avons eu un peu l'odeur de ces incursions-là. Voilà. Et vraiment, on est en train de réfléchir. Il faut que nous allons observer une pause et revenir tout à l'heure sur le sujet. Le temps pour les annonceurs de... La beauté assurée be fiosé que les kegeba si ame jinko kegebe terenga egba hu ebe hon to kekena mi balde tonri ni mi amoko pata le jibe mi agbaze ne konwede ba clean on do agbaze dia ne ko ba nya popo alo agbaze ibo wa ni wo chocolat nwede mi te gogo mi kraba odo tash le nku mi abuton le defuno wa kuito mele kozodo alo vinta wo ibo afo vinta wo ibo agbaze wa le ayi alo agbaze wo do jesi do be ngba te le vlon emem le ko mi abe
spécialité la beauté assurée te gogomi kaba ele wo yoyo na mi chambe na mi gbanglo bebe na mi abebe une souvio be jean wa be t-shirt wa be veste wa et lova korofie sem le funu nyonu vio be roblek adodo nyakpo 10 ans ito adodo wa so pereka so ipe amandre mi te gogo ye kaba ne mi appelle nu nyu ne mi abe vio la beauté assurée le don kuvie jina mi bera ne mi vado e kegeba si amele terre agboa no o solo me gbana e yeni fiose tongwa no vezo jagble gbana ya yeni fiose vegwa ne ova le bubo ayo nomba ya 90 04 0912 99 15 08 53 la beauté assurée il est vraiment assuré. Action Chapel International, Dominion Cathedral, invites you to its annual convention 2022 from Sunday 30th October to Sunday 6th November 2022. Around the theme, Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved, for you are my glory. Sunday 30th October to Friday 4th November from 6 p.m. Prophetic Healing and Deliverance Service. And Sunday 6th November from 8 a.m. to 11 a.m. Morning Service. Guest speakers Bishop Godwin Aivo from Action Chapel, Ho, Ghana. Prophet Wisdom Rota and Reverend Estelle Comin. She is very strong in the deliverance ministry. Host Bishop Vincent Cabin and Reverend Madame Antoinette Francebe Cabin. Venue Dominion Cathedral opposite Togo Equipment on Airport Road behind Mesh Aminatu. For further information, kindly call the number 90123746 or 90128920. Action Chapel International, where divinity meets humanity. Lomé accueille la plus grande ferme agricole d'Afrique à travers la 9e édition du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé Cialo du 25 octobre au 2 novembre 2022 à Togo 2000 sous le thème l'irrigation, facteur de production agricole. Dernier virage de Rétro 7 de ce samedi 29 octobre 2022. Nous retournons au Burkina Faso, chers confrères, où on signale aussi le recrutement de 50 000 volontaires pour faire face aux groupes armés terroristes. L'idée de ce corps de volontaires daterait de l'époque du lieutenant-colonel Damiba. Alors, comment la trouvez-vous cette idée ? Moi, je peux dire que c'est une idée géniale, mais sauf que ça a des revers. Oui, génial en ce sens qu'on veut amener toute la population, surtout des volontaires, ceux qui se disent des patriotes qui aiment le Burkina, à aider et à combattre le terrorisme. C'est des gens qui vont aider les forces régulières à pouvoir repousser les velléités, disons, expansionnistes ou bien, disons, les incursions des djihadistes. Je pense que c'est une très bonne idée. Le revers, c'est que si ces volontaires-là, à un moment donné, arrivaient aussi à avoir des armes, que par la suite, après la lutte contre le terrorisme, ils peuvent aussi constituer une menace pour la sécurité du pays, parce qu'il suffit seulement d'un désaccord, les gens là vont prendre les armes contre ceux aux côtés de qui ils avaient combattu. C'est là où il y a un peu, en tout cas, des choses à revoir. Et j'ose croire que les autorités, les nouvelles autorités, surtout le capitaine Ibrahima Traoré, qui est un militaire, il saura faire la part des choses, comment amener ces patriotes-là, ces volontaires-là, leur degré de participation dans la lutte contre le djihadisme sera maîtrisé, parce qu'il y a des paliers à ne pas dépasser, parce que si on les dépasse, vraiment, tôt ou tard, ça peut se retourner contre eux. Oui, je ne sais pas, Jean le Grand Paul Origny, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous vous souvenez, les jeunesses sankaristes, on leur a reproché voilà, d'exagérer un peu. Voilà. Est-ce qu'avec avec le recrutement de 50 000 volontaires, qu'est-ce que ça peut donner plus tard? Oui, il faut préciser d'abord que c'est une stratégie qui est souvent utilisée pour des armées qui sont en difficulté. Oui. C'est une stratégie qu'ils utilisent quand même pour avoir un petit œil au sein de la population et tout ça. Ces volontaires, on les forme pendant 14 jours uniquement, au petit maniement de certaines armes et puis avoir quelques rudiments. Et il faut dire qu'actuellement, Burkina, c'est eux qui paient le lourd tribut de la lutte contre le djihadisme. Et bon, c'est une manière, un temps soit peu, de juguler un peu la montée expansionniste des djihadistes, mais je me demande, est-ce que véritablement ça va suffire? Est-ce que ça va suffire? On amène chacun à se donner, mais il y a un mais toujours, comme je l'ai dit, je suis toujours en train de voir comment est-ce que les pays ouest-africains vraiment peuvent s'arranger pour avoir une armée commune, surtout face
au djihadisme, face à certains conflits. Parce que tant que la case de notre voisin brûle et qu'on laisse faire, on dit oh gérez-vous, c'est pour vous, mais quand ça va péter là-bas, ça va revenir chez nous. Ça a commencé au Mali, tout le monde regardait, mais c'est en train de descendre petit à petit. Aujourd'hui, vous avez la zone des 3 frontières, Bénin, Togo et Burkina qui est en feu. Personne ne sait là où ça peut migrer après. Vraiment, il faut qu'on réfléchisse et qu'on trouve vraiment quelque chose de plus réfléchi, je vais dire vraiment, de plus tangible, crédible, qui puisse vraiment solutionner le problème burkinabé. Parce qu'aujourd'hui, c'est un pays vraiment qui ne se retrouve pas, il faut le dire. C'est pas la grâce de Dieu qu'aujourd'hui, il y a 60% du territoire, mais quand vous allez sur le terrain, vous voyez comment la population vous parle. C'est-à-dire que militaires et djihadistes, population djihadiste vivent ensemble. Ils font la loi dans leur région. Et les militaires, c'est-à-dire l'État régalien de l'autre côté. Vous n'avez pas le droit de venir de l'autre côté. Le pays est presque partitionné. Moi, je dis déjà à 40%, comment est-ce qu'on va faire? C'est autant de questions que nous sommes en train de poser, vraiment que je ne sais pas, mais vraiment que nos stratèges puissent réfléchir et trouver une solution vraiment pour ces pays. L'actualité en Afrique cette semaine aussi, c'est le Tchad, où le général Mahamat Déby Itno s'est adressé au peuple après la sanglante répression des manifestations qui ont fait au moins 50 morts et 300 blessés officiellement. La FIDH a parlé cette semaine de moins 100 morts et les transformateurs eux, parlent de 200 morts, c'est-à-dire que c'est un véritable carnage. Alors pour le général Déby, et tout est de la faute de l'opposition qui se serait alliée à des mouvements rebelles afin de provoquer une insurrection. Et que pensez-vous de ces explications et sur la répression qui s'est abattue sur les manifestants, Ibrahim Acha? Non, il faut dire que le général Déby est un jusqu'au-boutiste en ce sens qu'il est toujours dans sa logique, la succession dynastique à la tête du pays, et c'est ce qu'il est en train de défendre. Sinon, on ne peut pas comprendre qu'au lendemain d'un événement aussi douloureux, aussi dramatique, qu'il puisse accuser les manifestants en les traitant des gens qui étaient venus pour faire de l'insurrection. Les mobiles pour lesquels les gens sont sortis étaient clairs. Les gens ne voudraient pas une succession dynastique à la tête du Tchad. Les gens ne voudraient pas que, en tout cas, la transition soit prolongée jusqu'à 2 ans encore. Parce que non, c'est pas toute personne qui est guidée par des relents démocratiques, par des idées de développement, d'émancipation des peuples, ne peut pas accepter ce qui est en train de faire actuellement au Tchad, ce qui est en train de se passer actuellement au Tchad. C'est ce qui a fait que les gens étaient sortis. Et ils oublient le contexte dans lequel ils évoluent, parce que le contexte dans lequel ils évoluent est tel qu'il y avait des groupes politico-armés. C'est une réalité au Tchad. Donc quand il y a de ces revendications, de ces mécontentements ou bien des gens qui veulent manifester, il va de sorte que ces groupes politico-armés là aussi sortent sur le terrain et vous allez les voir logiquement avec des armes. Puisque lui-même, il était un guerrier. Il ne faut pas perdre de vue cela. Bien sûr, il est dans l'armée régulière, mais son papa, le parcours de son papa et tout ça, là, ça prouve que c'est des gens qui sont habitués aux armes. Et au Tchad, pour résoudre un problème, ils en viennent facilement aux armes. Moi, j'ai côtoyé beaucoup de Tchadiens. On a fait l'université ensemble avec eux. Et je les ai aussi croisés à Ouagadougou, un peu partout. Quand je circule, je vois des gens, leur tempérament, comment ils sont. Donc c'est des gens qui sont prêts à venir aux armes quand il y a un petit désaccord. Donc le contexte est tel qu'ils devaient plutôt voir dans quelle mesure apaiser les cœurs et non chercher encore à les victimiser et à vouloir se donner bonne raison et à continuer toujours par régenter le pays en tant que responsable, qui cherche plutôt des mécanismes pour faire calmer la tension et voir éventuellement comment il peut progressivement avoir l'adhésion du peuple pour pouvoir continuer sa transition. Mais ce que dit le général Mahamat, il ne fait que reprendre ce que déjà avait dit le Premier ministre issu de l'opposition. Tout le monde connaît Saleh Dabo, et lui aussi, c'est lui qui avait commencé à accuser les opposants de vouloir faire une insurrection. Oui, vous savez, moi j'ai dit que le ver est dans le fruit depuis la mort d'Idriss Déby. Voilà un pays dans lequel un dirigeant meurt et de façon abracadabratesque, on met en parenthèse la démocratie et c'est le fils qui prend le pouvoir. Et ça, silence radio, personne ne dit rien. Mais vous ne dirigez pas des moutons, vous dirigez des hommes. Non, c'est pas que personne ne dit rien. Et il y en a même qui ont soutenu. Voilà. C'est ce que je veux dire. Mais c'est-à-dire que les éveilleurs de conscience même
on gardait silence et puis on a continué comme ça. Après, on organise un simulacre de dialogue et on dit non, que le peuple est d'accord, machin. Et puis, le monsieur continue, il veut s'offrir 2 ans et se donne la possibilité de se représenter après. Mais vous voyez un peu que le gars est dans une logique donnée de ne pas lâcher le pouvoir, c'est-à-dire que le pouvoir, c'est pour lui, c'est héréditaire en fait. Et un peuple épris de liberté ne peut pas admettre ça. Oui, comment est-ce qu'on peut comprendre justement la complaisance, je vous pose aussi la question, la compréhension dont fait preuve la communauté internationale vis-à-vis du Tchad? Mais regardez un peu quand Déby est mort, ce qui s'est passé. Qui est venu adouber? Qui est venu adouber le fils? Nous tous, nous savons qui est venu adouber le fils. C'est une puissance étrangère. Et on a déplacé des chefs d'État en renfort. Et rapidement, c'est passé comme une lettre à la poste. Aujourd'hui, c'est les intérêts qui sont en jeu au Tchad. Parce qu'il faut dire, comme je l'ai une fois dit, dans les néocolonies, on ne peut pas parler de démocratie. Parce que le pouvoir est toujours inféodé à la métropole. Et c'est ce que nous avons remarqué au niveau du Tchad. Aujourd'hui, qui dirige? C'est la France qui a la main mise sur le Tchad aujourd'hui. N'ayons pas peur de dire les choses. Et récemment, après les événements malheureux, le président Macron a fait un discours, dit nous n'accepterons pas. Moi je dis que c'est des grimaces. On ne peut pas se comporter avec des Africains comme si on est avec des singes. Non. Est-ce que c'est pas cette politique de la France qui fait que voilà, la France même parle de comment on appelle, de sentiments anti-français? Effectivement. Ce qui s'est passé hier ou avant-hier au Burkina Faso, où des jeunes ont manifesté pour demander le départ de la présidence. Effectivement, vous voyez, aujourd'hui, la France ne veut pas, ou bien le système politique français ne veut pas comprendre qu'il faut changer de paradigme, il faut changer de méthode. Aujourd'hui, les Africains ont une kyrielle de partenaires. Nous sommes à plus de 60 ans d'indépendance, on ne peut plus continuer dans le même système qu'avant. Aujourd'hui, la France doit le comprendre, mais la France est en train de vouloir dérouler son agenda. Ah oui. On va avoir toujours... Pour la France, tout ça, là, c'est la faute de la Russie et de Wagner. Non, écoutez, quand ils étaient en bon terme en Afrique, ils n'accusaient personne. C'est pas aujourd'hui parce que l'Afrique veut s'ouvrir à d'autres partenaires qu'on va accuser notre pays de mercenaires et tout. Non, l'Afrique aujourd'hui a le choix de traiter avec qui elle veut, d'égal à égal. Il faut qu'on arrête ce sentiment paternaliste de façon condescendante que la France a envers nos États africains. Non, ça doit s'arrêter. Il parle de sentiments anti-français. Non, qui s'interroge même. Pourquoi on ne parle pas de sentiments anti-anglais dans les pays anglophones ou bien sentiments anti-lusophones? Non, c'est parce que les métropoles en ce moment ont su comment libérer la main, se retirer. Mais en France, on ne veut pas. La France ne veut pas. Veut toujours garder ces liens, je dirais, un peu incestueux avec les États africains auxquels on s'arrange pour avoir quelqu'un qui est proche du pouvoir français. Et puis de lui, à partir de lui, on continue pas à diriger le pays, à avoir des intérêts. Mais aujourd'hui, avec le monde, je dis qu'aujourd'hui, comme quelqu'un l'a dit, le monde est devenu un quartier planétaire. Ce n'est plus un village, mais c'est un quartier planétaire. Ce qui se fait à l'autre bout aujourd'hui, vous ne pouvez pas mentir. Tout le monde sait ce qui se passe sur les réseaux sociaux et tout ça. Donc la jeunesse africaine est en train de s'ouvrir. On ne peut plus embrigader la jeunesse. Justement, s'agissant de la politique française, il y a des gens, et des panafricanistes, vous avez d'ailleurs à la une de votre journal, il y a les panafricanistes critiques vis-à-vis de la France n'en veut pas. Veut plus. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Ibrahim Acha? Non, le panafricanisme, vous pouvez parler du panafricanisme, c'est vraiment un courant qui souffle actuellement dans les pays francophones en Afrique. Et il faut dire que c'est l'expression des ressentis. Parce que les gens se sont rendus compte que le partenariat avec la France n'est pas un partenariat gagnant-gagnant. C'est un partenariat à proprement parler. De maître à vassal. Bien évidemment, de maître à vassal et qui, en tout cas, qui spolie vraiment les peuples africains. Et il va falloir qu'on change de méthode. Mais seulement certains de nos compatriotes ou bien certains de nos frères africains versent trop dans le zèle. C'est ce qui fait que parfois... Dans l'excès. Dans l'excès, voilà. Et c'est ce qui fait que parfois ce panafricanisme-là n'est pas à proprement bien maîtrisé. Sinon, si c'est un panafricanisme tel que décliné par le professeur Robert Doucet, qui voudrait que l'Afrique soit africanophone, c'est-à-dire que nous prenons en charge notre propre destin avec des partenaires qui vont nous respecter, qui vont respecter nos choix et qui vont nous amener peut-être dans un accompagnement à pouvoir aller vers l'émergence, ça serait très bien. Mais quand certains voudraient qu'on sorte du giron de la France pour se placer dans le giron russe, vous voyez que c'est changer de maître. Et ça, vraiment, pour un homme, en tout cas intelligent, on n'est pas en train d'évoluer, mais on est en train plutôt de changer de maître. On fait du surplace. On fait du surplace, on n'évolue pas. Au Sénégal, on change, donc encore une fois de sujet, une dizaine
Cette organisation de la société civile a lancé jeudi une campagne contre un troisième mandat et pour cause. Le président Macky Sall, au pouvoir depuis 10 ans, ne dit toujours rien sur ses intentions et quant à la prochaine présidentielle fixée en 2024. Je vous propose d'écouter à ce sujet un leader d'opinion, Alioune Tine, qu'il n'est plus à présenter. Moi, je me sens très gêné de revenir ici. C'est pour ça que j'ai dit aux jeunes, écoutez, c'est à vous d'y aller. J'ai refusé à plusieurs reprises de parler. Parce que c'est totalement absurde, 10 ans, 11 ans après, de répéter les mêmes choses. De dire non au troisième mandat. On l'a fait ensemble. On a manifesté ensemble avec tous les gens qui se trouvent au gouvernement, la coalition actuelle. Ça me gêne de revenir ici, d'être avec des jeunes qui disaient Wade dégage, qui vont dire encore Macky dégage. Ça va polluer le débat national qu'on va avoir en 2024. Et ce débat, il est extrêmement important au moment où le Sénégal se trouve à la porte de la prospérité. Donc, je pense que le Sénégal n'est pas immunisé par rapport aux crises qui frappent toute la sous-région. Donc le Sénégal est un pays qu'on regarde, qui doit montrer le chemin. Il faut que le président de la République nous dise, en nous regardant dans les yeux, nous, peuple sénégalais, nous ne sommes pas candidats en 2024. Voilà, donc des organisations de la société civile ont écrit une lettre au président Macky Sall lui demandant de s'exprimer ouvertement pour dire ce qui est dans son cœur. Et jusque-là, il ne le fait pas. Mais tous les signaux qu'il envoie sont en train de convaincre les Sénégalais qu'il se prépare à arracher un mandat de plus. Alors, faut-il désespérer des Africains, je ne sais pas s'il faut dire des opposants qui arrivent au pouvoir et qui font ce qu'ils critiquaient quand ils étaient dans l'opposition? Oui, moi, franchement, je suis un peu déçu parce que quand j'ai écouté le leader Alioune Tine, je me suis rappelé en 2011 comment le Sénégal avait bouillonné quand Abdoulaye Wade voulait prendre ce troisième mandat. Et les gens sont sortis dans la rue et dire que c'est ceux qui étaient contre aujourd'hui qui veulent reproduire la même chose, ma foi, il y a un véritable problème. C'est le même cas quand vous voyez aujourd'hui Alpha Condé, aujourd'hui qui n'est plus président, qui a longtemps milité dans l'opposition et qui, arrivé au pouvoir, a pratiquement fait les mêmes choses que ceux qu'il combattait. On se pose la question de comprendre, est-ce que vraiment les gens s'opposent parce qu'ils ont un autre modèle politique ou ils s'opposent juste parce que les intérêts ne leur sont pas confiés? C'est vraiment des questions que moi je me pose et ça fait vraiment réfléchir. Dire qu'aujourd'hui Macky Sall veuille se représenter encore pour un troisième mandat, je me dis qu'est-ce qui n'a pas marché avec déjà de 2011 jusqu'en 2024, qu'est-ce qui ne suffit pas pour qu'on puisse passer la main? Moi je dis que quand vous avez dirigé un pays et quand votre succès n'a pas eu de successeur, c'est que vous êtes un échec patent. Parce que vous êtes censé pouvoir transmettre la flamme. Personne n'est éternel. Et quand on est à la tête d'un pays, il faut qu'on comprenne qu'on a la destinée de plusieurs millions d'individus. On n'est pas au pouvoir pour ses propres intérêts et tout et tout. Vous imaginez un peu si Macky Sall va foncer dans ses ambitions, le dégât que ça va causer au Sénégal, les morts et tout ça. Déjà, les signaux sont faits. Vous voyez déjà la cabale qu'il a dit contre Ousmane Sonko et tout ça. C'est des signes qui prouvent que l'homme n'est pas en train de vouloir reculer, mais qu'il veut foncièrement avancer. Mais on se demande vraiment... Et il bénéficie de certains soutiens. Bien évidemment, toujours il y a des hommes de loi qui vont toujours tordre le cou et permettre tout ceci. Quand même Abdoulaye Wade, c'est un maître, un avocat. Ah, oui. Dire qu'un avocat va vouloir le faire, c'est-à-dire ça tombe des nues. On se pose la question de savoir, mais après autant de longues études, est-ce que finalement les études longues que nos leaders politiques font, est-ce que véritablement ça influence sur leur manière de voir les choses? Moi je me dis que premièrement c'est le caractère. Il vaut mieux avoir une tête bien faite plutôt que bien pleine. Mais actuellement, nous avons des leaders qui ont des têtes bien pleines. On vient de Paris, Sorbonne et tout ça. Mais quand on a le pouvoir, parfois, on réunit les valeurs et puis ce n'est que l'intérêt qui guide les individus. Voilà. Est-ce qu'il faut désespérer des Africains par rapport à leur comportement quand ils arrivent au pouvoir? Non, c'est plutôt de revoir la classe politique africaine parce que nous avons l'impression que ceux qui veulent venir au pouvoir n'ont pas pour mobile le bien de leur pays, mais c'est juste pour une ascension sociale et voir éventuellement comment jouir. Mais quand on est porteur de vraies aspirations, de vraies convictions,
Moi, je pense qu'on ne peut pas venir et vouloir s'éterniser, parce que quand on s'éternise, on fait du tort à ce pays qu'on prétend aimer et qu'on prétend développer. Et c'est ce à quoi nous allons appeler la jeunesse africaine, à prendre son destin en main, à choisir les politiciens qui sont vraiment porteurs des aspirations légitimes, qui sont vraiment porteurs de vraies visions pour l'Afrique, pour la nouvelle Afrique que nous voulons tous prospérer et épanouir. Voilà. Le président de la Guinée-Bissau et actuel président de la CEDEAO était cette semaine à Moscou et puis à Kiev, où il a rencontré respectivement les présidents Poutine et l'autre, là, Zelensky, avec qui il aurait parlé paix, mais aussi de céréales et d'engrais. alors, tout cela ne relève pas du folklore? Croyez-vous que ces rencontres peuvent vraiment faire changer le cours des choses, Jean-Le-Grand Paul Origny? Oui. Moi, j'ai un peu souri quand j'ai vu le président de la CEDEAO à Moscou et à Kiev. Bon, il faut dire que c'est déjà dans la droite ligne de la première visite qu'avait effectuée Macky Sall il y a de cela quelques mois, dans l'optique de négocier un peu de fertilisants et tout ça. Mais en ce qui concerne la médiation africaine, moi je me pose beaucoup de questions. Je me dis, mais combien est-ce que l'Afrique pèse pour pouvoir rapprocher les deux bords? Vous savez, quand vous êtes en négociation, vous devez avoir un moyen de pression sur peut-être les deux bords. Mais actuellement, l'Afrique même est partie mendier. On est parti en train de mendier le blé, les fertilisants, l'engrais et tout ça. Mais que pourrons-nous dire à l'ogre de la Russie, à Zelensky? Mais ma foi, dans ce conflit, vous savez, les gens savent ce qu'il faut faire, mais ne veulent pas le faire. Ce n'est pas l'Afrique qui va aller aujourd'hui et dire aux gens ils savent ce qu'il faut faire, mais les gens ont des agendas derrière cette guerre, parce que chacun a un agenda caché derrière ça. Il y a beaucoup de choses qui sont autour. Chacun sait là où il va. Donc, moi je dis un peu, bon, ça fait propre d'aller, mais est-ce que ça va avoir un effet? Bon, je ne crois pas. Ibrahim, tu as votre opinion sur le sujet? Non, moi je pense qu'il a maquillé les intentions qui l'ont amené dans les deux pays. En parlant de médiation, de tout ça, on sait que ce n'était pas ça. Il est allé négocier les céréales et les fertilisants pour l'Afrique. Et c'est clair que c'est ce pourquoi il est allé. Tout comme Macky Sall a eu à le faire. Sinon, Paul Origny disait ici qu'il faut un moyen de pression. Effectivement, l'Afrique n'a pas de moyen de pression. Si l'Ukraine ou bien la Russie était dépendante de l'Afrique vis-à-vis comment l'appelle-t-on là, du gaz, des matières premières et tout ça là, on pourrait peut-être à partir de cette pression là essayer de leur dicter certaines choses, leur imposer quelque chose. Mais nous n'avons rien, nous sommes des demandeurs, des quémandeurs. Nous arrivons là-bas et nous demandons, non, entendez-vous, vous êtes des frères. Non, c'est pas le conflit ukraino-russe n'est pas comme une querelle dans un village où on peut appeler les frères, venez vous asseoir et ça va, entendez-vous, ça s'arrête là. Non, il y a des enjeux derrière. Et c'est en tout cas, c'est beaucoup de milliards qui sont en jeu là-bas. Vous avez vu l'implication des États-Unis, l'OTAN, tout ça là. Mais vraiment, c'est des enjeux énormes. Et l'Afrique avec... en tout cas, je ne vois pas, c'est presque... Avec sa gamelle en main. Avec sa gamelle en main, ce que nous pouvons aller faire là-bas. Au contraire, c'est aller négocier en tout cas des navires pleins de céréales pour l'Afrique, des fertilisants pour notre agriculture, et ça s'arrête là et laisser les deux frères là se combattre. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Alors, dernier sujet de cette émission. En Chine, le président Xi Jinping a été reconduit pour 5 ans comme secrétaire général du Parti communiste chinois dimanche dernier lors d'un vote à huis clos à l'issue du 20e congrès du Parti communiste chinois. Alors, l'homme fort de Pékin a donc été désigné pour un 3e mandat de 5 ans. Nous revenons donc au débat sur le 3e mandat. Ce n'est plus une spécificité africaine, Ibrahim Acha. Non, il faut dire que la Chine évolue dans un autre, système. Voilà. Dans un autre système. Et ils l'ont expérimenté et je pense que ça donne de meilleurs fruits là-bas. Ils sont foncièrement démocratiques en interne, mais leur système de gouvernance n'a rien à voir avec la démocratie. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont démocratiques en interne? Oui, ils sont démocratiques. Quand vous déviez un peu de la ligne du parti, effectivement, vous ça, ils parlent de la rigueur. Ils parlent de la rigueur là-bas et quand vous voyez un peu leur fonctionnement, la bonne gouvernance est des règles. Parce que là-bas, on ne se permet pas de s'amuser avec la corruption, les deniers publics, tout ça. Là. Non, on ne s'amuse pas avec ça. C'est le sérieux, c'est en tout cas l'ordre et la discipline. Et les gens évoluent. Et ça ne gêne personne en Chine.
Je dis ça des jeunes personnes, bon, je ne parle pas des politiciens. Vous savez que quand on parle des acteurs politiques, ils ont des ramifications un peu partout et parfois on utilise certains courants ou bien certaines thématiques ou bien concepts pour pouvoir créer des ennuis aux dirigeants en place. Mais en Chine, leur système fait que le peuple est prospère, le pays est prospère et ils évoluent dans ce schéma. Et ils ne sont pas embarrassés de voir Xi Jinping faire encore 100 ans au pouvoir et ils ne seront pas embarrassés parce que ça ne pose aucun problème en matière de développement, en matière d'émancipation du peuple chinois. Là, il y a votre avis également, Jean Legrand? Oui, je partage en partie l'avis du confrère. Vous savez, la Chine aujourd'hui évolue dans un autre système politique et ma foi, moi je dis aujourd'hui à chaque pays d'appliquer le système qui lui convient. On nous a parachuté la démocratie en Afrique, mais on voit les résultats de cette démocratie. Même les chantres de la démocratie dans les pays occidentaux, nous avons vu comment même certains aujourd'hui ont voulu régner cette démocratie. C'est dire que ce n'est pas un système parfait aujourd'hui, on ne peut pas créer la Chine, mais si l'objectif de la Chine, c'est de donner un bien-être, un épanouissement à ces populations. Si avec le système qui est en place, ça permet à la Chine d'évoluer, pourquoi pas? Aujourd'hui, Xi Jinping, il faut le dire, c'est le tout-puissant de la Chine. Il y a pas... Depuis Mao Zedong en 1976, c'est le premier dirigeant qui a les pleins pouvoirs. Et au niveau du Politburo, il s'est entouré uniquement de ses alliés. Il y a 6 personnes dont le probable Premier ministre, c'est le responsable du PCC au niveau de Shanghai. Et c'est lui qui avait vraiment géré d'une main de fer la lutte contre la pandémie au Covid-19 à Shanghai avec 0 Covid. C'est dire qu'aujourd'hui, Xi Jinping a une vision pour la Chine et il écarte tous ceux qui ne sont pas dans sa vision, pourvu que l'objectif soit atteint. Et puis c'est dans cette dynamique que la Chine est, et c'est la rigueur en Chine. Aujourd'hui, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas vous permettre en Chine, que vous faites ailleurs. Mais la Chine n'en a rien à voir avec droits de l'homme, liberté d'expression, non. La Chine a un cap aujourd'hui, elle veut atteindre le cap. Beaucoup de pays aujourd'hui qui parlent de démocratie, mais quand vous allez parfois même dans ces pays, la vie en lambeaux, ce n'est pas vraiment ça. Je ne dis pas aujourd'hui que le système politique chinois est le meilleur, non. Tout à fait. Mais à chaque pays, son système politique, et si ça réussit pour les Chinois, tant mieux. Nous nous observons, à nous aussi de trouver ce qui convient à nos pays. Eh bien, nous sommes au terme de ce débat avec les confrères Jean Legrand, Paul Origny, qui vient d'avoir donc le dernier mot de ce débat, et Jean Legrand qui est le directeur de publication du journal Canal D, et le second invité Ibrahim Acha, le directeur de publication de l'hebdomadaire Temps Nouveau. Et chers confrères, je vous remercie pour avoir accepté de partager avec les auditrices et auditeurs de Victoire FM vos analyses et commentaires sur certains des événements de l'actualité de cette semaine. Mes sentiments de gratitude à vous également, mesdames et messieurs, pour votre fidélité à Rétro 7. Hervé Esser, Nani Vidjirakou, Haïté Messan, et Allah Amjoy et moi-même de Lagbo, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, si Dieu le veut, pour le même exercice. Dans un instant, vous suivrez l'émission Harmonie que je vous recommande vivement. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.